Salut tout le monde, bienvenue à ce neuvième entretien sur la philosophie de la religion. Nous sommes partis de l'étude de l'ouvrage d'Edward Feser, La dernière superstition, et nous poursuivons ainsi notre réflexion sur ce que l'essai de Feser nous laisse penser. Alors la dernière fois, donc, j'ai soutenu que la métaphysique finaliste ou téléologique ouvre logiquement sur l'existence de Dieu, qui est le seul garant de la vérité, et en particulier dans le processus évolutionniste. Alors maintenant, j'ai entendu des commentaires, des gens me font des commentaires, pas nécessairement par écrit. Je vous invite d'ailleurs à le faire par écrit. Mais de ceux qui commentent mes vidéos entretiens, un commentaire qui revient régulièrement, systématiquement, c'est le grand degré d'abstraction de mes propos, jugeant mes propos comme étant fort intéressants par ailleurs, mais difficiles d'accès, difficiles de comprendre, de bien saisir ce dont il est question. Parfois le vocabulaire est inconnu, donc beaucoup ne parviennent pas à s'y retrouver aisément. À cela, j'ai deux choses à dire. Premièrement, que ça ne m'étonne pas du tout, que les gens aient cette réaction-là, considérant le haut degré d'abstraction de la réflexion philosophique en somme. Ça ne m'étonne pas parce que nous vivons dans une culture qui n'est pas propice à ce niveau de réflexion. Ce qu'on entend dans les médias principalement, ce sont des experts qui, sur la base de la science, se prononcent sur des questions importantes pour nous, des questions de valeur, des questions fondamentales. À la bonne vôtre. Alors, comme je disais, ça ne m'étonne pas de cette réaction, puisque c'est dans le courant normal de cette civilisation qui rejette, qui a du dédain, du mépris pour la réflexion philosophique. Réflexion philosophique qui est fort exigeante, j'en conviens. Ça, c'est mon deuxième point. Et ce que je dirais, c'est que la réflexion philosophique est abstraite, non pas au sens péjoratif du terme, quand on dit c'est tellement abstrait que c'est des paroles en l'air, on ne saisit rien, c'est vague, imprécis. C'est souvent la remarque que mes étudiants me faisaient à propos de la philosophie. Ils répétaient ce qu'ils avaient entendu dire, que la philosophie c'est abstrait, c'est vague, c'est flou, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret dans la philosophie.
Donc, ce qui décourageait plusieurs à s'intéresser à la philosophie. Et moi, je leur répondais que, et je réponds à cela à ceux qui m'ont fait des commentaires, à l'effet que mes entretiens sont abstraits, hein, pas concrets. Eh bien, euh, la- l'abstraction n'est pas un mal en soi, une mauvaise en soi. C'est ainsi que procède l'intelligence. L'intelligence, c'est pas mesuré avec le QI, hein, comme on le croit depuis le début de l'invention de ces tests de QI avec, je crois que c'est le psychologue Alfred Binet, le psychologue français du 19e siècle. Euh, L'abstraction est une caractéristique normale, naturelle de l'intelligence humaine. Hein. On ne peut pas faire de géométrie sans, par exemple, sans faire l'abstraction. Donc, qu'est-ce qu'une droite? Vous ne pouvez pas jamais toucher une droite. Hein, vous pouvez nommer des exemples de droites qui n'en sont jamais dans la réalité. Hein. C'est cette capacité d'abstraire, c'est-à-dire de tirer ce qu'il y a de commun parmi un certain nombre de choses ou d'êtres. Isoler une caractéristique. Par exemple, la plupart d'entre vous sont comme moi, sont des Canadiens, des Québécois. J'isole cette caractéristique-là. Je suis bien autre chose, et vous êtes bien aussi autre chose que Canadien ou Canadienne, Québécois, Québécoise. Hein. Mais c'est une caractéristique qui s'applique à nous, hein, comme être humain, femme, homme, être vivant. Ce sont des abstractions qui n'en sont pas moins réelles, même s'ils sont fort abstraits, c'est-à-dire tirés, écartés de la réalité quotidienne. Alors, il faut donc développer, s'exercer à la pensée abstraite. Et le meilleur outil, c'est la pensée philosophique qui peut permettre de développer cette capacité à l'abstraction. Mmh. Oui, et par ailleurs, la métaphysique, hein, c'est le lieu par excellence de l'abstraction. Hein. On est dans la généralité, comme le définissait Aristote, la métaphysique, c'est-à-dire ce qu'il appelait lui la philosophie première, c'est la réflexion de l'être en tant qu'être. Bon, je ne vais pas en dire davantage là-dessus, mais c'est et peut-être un troisième point que j'aimerais ajouter. Vous savez, la philosophie, c'est né dans une civilisation où on visait le dépassement de l'homme. Tout ce qu'il y a de meilleur en l'homme, on voulait le développer, le raffermir, le faire croître. Ben, c'est le cas avec la philosophie, mais c'est le cas exactement aussi avec le sport, par exemple. Le sport chez les Grecs, hein, était très prisé parce que on visait à développer cette capacité humaine, hein, à se dépasser au plan physique, au plan corporel. Tout dans la civilisation grecque a ce but, cette direction qui est le développement, le dépassement plutôt
de l'homme et de la femme aussi. Cela dit, pour cet entretien, je voudrais prendre un problème concret. D'ailleurs, soit dit en passant, le mot concret est lui-même très abstrait. Hein? C'est un concept. C'est une idée générale. Hein? Avez-vous déjà mis le doigt sur quelque chose de concret? Hein? Non. Vous ne pouvez pas mettre le doigt, examiner les propriétés de ce qui est ce qu'on appelle concret. Hein? C'est une caractéristique générale de cas, d'exemples qui ont cette caractéristique donc commune d'être plus proche de nous, de nos vécus, de notre quotidienneté. Alors j'aimerais prendre un exemple concret d'un problème très actuel, c'est-à-dire la fameuse pandémie dans laquelle nous sommes plongés depuis bientôt plus d'1 an. Nous sommes aujourd'hui le 9 mars 2021 et le 11 mars 2020, eh bien, l'OMS déclarait une pandémie mondiale. Et d'où les confinements appliqués, mis en œuvre par différents gouvernements, dont ici au Québec. On n'a pas été gâtés à ce point de vue-là. Contrairement, par exemple, aux Suédois qui malgré le non-confinement, ont réussi à bien s'en sortir, en tout cas mieux que nous, ici au Québec. Donc, la pandémie. Réfléchissons de manière philosophique à partir de ce qu'on a dit précédemment concernant la métaphysique finaliste et la métaphysique matérialiste. Et essayons de voir comment cela s'applique est reflété dans le cas de la fameuse pandémie dans laquelle nous sommes, ou la crise sanitaire, si vous préférez, actuelle. Comme vous le savez comme moi, il s'agit d'un virus qui est apparu en Chine, à Wuhan. Je supposais que le virus en question n'est pas une fabrication de laboratoire, contrairement à ce que soutient par exemple le grand scientifique qui est le docteur Luc Montagnier, le découvreur du virus du VIH, qui soutient que non, au contraire, le virus du coronavirus, la COVID-19, c'est de fabrication humaine, on ne la trouve pas dans la nature. Bon, je laisse tomber ce débat-là qui est... moi, je ne suis pas du tout versé dans ces questions pointues d'épidémiologie. Hein. Je n'y connais pas vraiment grand-chose. Je laisse ça aux fameux experts se prononcer là-dessus. Il y a une chose qui est certaine, quoi qu'on en pense, ce virus, du coronavirus, est un parmi de nombreux autres qui sont actifs. Le virus de l'influenza en est un autre qui revient de manière saisonnière. Hein.
Euh, la chose qu'on peut dire aussi, par ailleurs, c'est que le coronavirus, le COVID-21, comme tous les autres virus, euh, est un produit de la nature. Hmm. Et en ce sens-là, il a une finalité. C'est pas juste une molécule, là, avec des protéines, puis bon, tout le gadget de l'ADN, là. Bon, euh, il reste que, au-delà de ça, de cette matière vivante, hein, organique, il a un but, une finalité. Il n'en est pas conscient, évidemment. Hein? Il n'en est pas conscient. Mais si on se fie à l'écologie, eh bien, tout dans la nature, hein, vise un équilibre, une stabilité. Et je me souviens à une certaine époque de mon livre de biologie de cinquième année secondaire, dont j'ai retrouvé une copie récemment, euh, que j'ai ici. Je la montre. La vie a un équilibre à maintenir. Et quand j'ai regardé à nouveau, quand j'ai trouvé mon manuel, après être devenu professeur de philosophie, je me suis dit, mon Dieu, quel titre pour un manuel d'enseignement de la science de la biologie, de l'écologie. C'est un titre totalement, parfaitement moral, qui a un contenu moral. La vie, a un équilibre à maintenir. Il y a un devoir, il y a une exigence morale qui est fondée, selon l'écologie, sur le fait que la biosphère rassemble un réseau d'écosystèmes et tous ces écosystèmes et tout ce qu'ils contiennent visent le maintien de la biosphère, l'équilibre. Ça paraît un peu zen comme idée, mais c'est cela, un équilibre à maintenir. Hein? Il y a cette finalité dans la nature. La nature, c'est pas juste un ramassis de matière hétéroclite. Hein? Elle est structurée. Comme dirait Aristote, elle a une forme. Hein? Mais cette forme obéit à une cause finale. Quelle est cette cause finale? L'équilibre. Et je pense qu'on peut trouver le même genre de propos chez l'écologiste canadien, là, David Suzuki. Hein? Dans un de ses livres, je me souviens d'avoir lu le même genre de finalisme. Hein? Donc, le virus, le coronavirus, il fait partie d'un écosystème et il est là, il a été engendré toujours en vue d'assurer l'équilibre.
Et d'un point de vue uniquement du point de vue de la biosphère et de ses écosystèmes, eh bien, il se pourrait fort bien que le coronavirus, euh, soit apparu pour éliminer une espèce qui est fort dangereuse pour l'ensemble des écosystèmes, c'est-à-dire l'espèce humaine. Alors, si les personnes meurent à cause du coronavirus, ben, ça se pourrait que ce soit simplement pour réduire la pression que les humains exercent sur l'ensemble de la biosphère, sur les écosystèmes. Donc, l'idée de finalité que la science moderne a éliminée au départ, ben on la retrouve ensuite, bon gré mal gré, dans l'écologie, qui réhabilite la notion aristotélicienne de télos, de finalité. Et je voudrais maintenant vous citer une des toutes premières phrases du grand traité d'Aristote, le grand traité de morale d'Aristote, intitulé Éthique à Nicomaque. C'est vraiment au tout début. Moi, je vous le lis comme ça. Tout art et toute investigation, et pareillement toute action, et tout choix tendent vers quelque bien, à ce qu'il semble. Ainsi a-t-on déclaré avec raison que le bien est ce en quoi toutes choses tendent. Alors ça, évidemment, la science moderne n'a cure de cette idée que le monde dans lequel nous vivons tend vers le bien, vers ce qui est épanouissant. Comme on disait en grec, eudémonia, épanouissement. Ou ce que les latins, les français vont traduire par bonheur. Mais en grec, eudémonia, c'est le bien, l'épanouissement auquel tend toute chose, tout être. Alors ça, c'est pas... et ça, là, c'est pas une projection. Quoi qu'en disent les antiréalistes, c'est une réalité. Qu'on le veuille ou non. Qu'ils le veuillent ou non. L'épanouissement, le plein développement des êtres et des choses, c'est une caractéristique de la vie, de l'existence. Hein? Et cette caractéristique-là, fondamentale, n'est pas acquise par la reproduction. Hein? Elle est au-delà de la reproduction des êtres. Elle ne dépend pas de la sexualité. La sexualité est mue, dirigée vers
le bien. Hein? Alors ça, c'est pas une réalité que l'on découvre comment dire, dans la matière elle-même, mais dans sa, passez-moi l'expression, dans sa programmation. Hein? Le bien est la matière est programmée vers le bien. Et qui dit programmation, ou encore le mot peut être choquant, dessein, hein? D-E-S-S-I, D-E-S-S-E-I-N, et non pas S-I-N, hein? Ou encore plan, eh bien, pour avoir une programmation, un dessin, un plan, ça prend un être intelligent. Un être supérieur intelligent qui dirige, qui appelle, qui tire vers lui les êtres, les choses. Et qui est le concepteur de toute cette affaire, ce que nous, chrétiens, appelons création. La matière fut créée par cet être intelligent, cet esprit intelligent. Ce que, évidemment, se refuse radicalement à reconnaître nos amis antiréalistes. Alors, ce que je viens de vous raconter là, c'est une réalité métaphysique qui n'est vrai que du point de vue de l'intelligence. Je reviendrai dans un prochain entretien sur les deux conceptions que l'on peut donner de la vérité à partir de Thomas d'Aquin, dont parle Feezer dans son essai La dernière superstition. Mais je laisse ça de côté pour l'instant. Alors donc, le coronavirus, hein, c'est pas une bébite, c'est une expression, une bébite sans dessin. Hein? Elle est mue par un dessin. Donc, elle est voulue par cet être, j'allais dire plein de dessins, pas sans dessin, mais plein de dessins. Donc, le coronavirus est voulu. Il s'agit maintenant de savoir, bon, on sait qu'il est voulu, pourquoi? Parce qu'il assure, d'une certaine manière, l'équilibre dans la nature, dans le monde, ou dans le monde naturel, si vous préférez. Cela étant, on ne devrait pas avoir de problème avec le coronavirus. Mais c'est qu'il entraîne la mort de personnes, surtout, déjà fragilisées au plan de la santé. Eux sont vulnérables. Et ça, ça nous pose problème. Et ceux qui sont
légitimés à veiller au bien-être des citoyens, eh bien, eux sont particulièrement interpellés par le coronavirus. Et je dirais, principalement ici au Québec, parce que c'est de ce dont je vais parler maintenant, c'est de la gestion de la crise financière, financière, la crise sanitaire au Québec par le gouvernement Legault. Alors cette gestion de la crise sanitaire, c'est fondamentalement une gestion politique. Et quand je parle de gestion politique, je parle de gestion du pouvoir. L'État étant le pouvoir suprême dans une société. Alors, le but, la visée du gouvernement Legault, ce n'est pas tant la vie des gens que le maintien de l'équilibre du système de santé. C'est ça. Je soutiens que l'intention première du gouvernement Legault dans la gestion de la crise sanitaire, ce n'est que le maintien du système de santé. Ça va de soi. Quand on sait que 43 ou 42 milliards, je ne me souviens plus exactement, du budget annuel au Québec est consacré au système de santé. C'est 42. C'est à peu près la moitié du budget total annuel du gouvernement qui est consacré à la santé. L'autre grand ministère, l'autre grand estomac dans lequel vont les deniers publics, mais c'est l'éducation. Quelque chose comme 30%, si je ne m'abuse. Vous allez vérifier. Alors donc, la crise sanitaire, c'est d'abord régler une crise politique, un exercice de pouvoir. Et depuis le début de la pandémie, soi-disant pandémie, m'est venue à l'esprit constamment cette phrase tirée du Prince de Nicolas Machiavel, qui écrit « Celui qui contrôle la peur des gens ou des hommes domine leur âme. » Et donc, la crise financière, la crise sanitaire, pardon, auquel nous faisons face, et la gestion de cette crise est celle, en fait, de la gestion de la peur.
Par ailleurs, la... je reviendrai là-dessus sur un autre moment donné, sur ce point-là. Voilà, je m'arrête ici parce que ce serait trop long d'élaborer sur ce point-là. Juste pour vous dire que même dans la gestion politique d'une crise sanitaire comme celle que nous vivons, il y a toujours un bien. Il y a toujours un en-vue de tendu vers. Hein? Et dans ce cas-ci, ce n'est pas tant le coronavirus que la peur qu'engendre le coronavirus. C'est ça qui est l'objet du traitement politique que le gouvernement Legault réserve au coronavirus. Ça, je pense qu'il faut être bien conscient de ça. De sorte que le coronavirus est bien au-delà de ce qu'il est, au sens où il désigne d'une part une réalité finaliste de l'équilibre dans la nature, et au plan politique, hein, c'est un ennemi à abattre. Hein? Une peur que les dirigeants ont bien su nous transmettre. Hein? Et tous les moyens mis en place, hein, visent à réduire, diminuer cette peur. Quand on parle de peur, de quoi parle-t-on? On ne parle pas nécessairement de l'objet en lui-même qui attise nos craintes, mais de nos réactions à l'objet lui-même. Je vais terminer sur ce point-là qui m'apparaît aussi également capital. La santé. Vous savez, la santé en Occident est apparue à une certaine époque. Et il est au 16e, 17e siècle. Chez Descartes. Les leçons d'anatomie, on se souvient du fameux tableau là, de l'Hollandais dont j'oublie le nom. Est-ce que c'est Frans Hals? Hein? Alors Descartes est engagé dans le projet sanitaire. Hein? Il faut tout mettre en place pour assurer le bien-être et le progrès de l'humanité. Et la santé est primordiale. Souvenez peut-être de cette phrase du discours de la méthode dans le 6e chapitre où
Descartes nous dit il faut se servir de la science, de la physique en particulier, pour parce que moralement, le bien-être de l'humanité, le bien-être moral de l'humanité l'exige. Hein? Et la science physique nouvelle qui se met en place tranquillement après Galilée, ensuite Newton, après Descartes, comme le dit Descartes, afin de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors, la santé devient l'objectif, la valeur ultime en Occident. Et la crise sanitaire aujourd'hui le montre éloquemment. On a brimé les libertés, on a confiné les gens chez eux, hein, au nom de la santé. Ce qu'on peut ramasser en une phrase qui dit « Cessez de vivre pour vivre ». Eh bien, cela tue. La santé est devenue, on pourrait dire, elle est devenue effectivement un droit. Hein? Ce qui engendre, comme tous les droits, une forme d'irresponsabilité. On ne s'occupe plus de notre santé. L'État va s'en occuper, lui. Et au Québec, là, hein, contrairement aux Suédois, on remet tout entre les mains du système de santé. C'est pas pour rien qu'on dépense autant chaque année pour maintenir le système de santé. Si on est un bobo, eh bien j'ai le droit, je réclame de l'État d'être soigné. En d'autres termes, nous, Québécois, nous sommes dans une culture de l'irresponsabilité. Et nous avons tout remis entre les mains, hein, de l'État pour nous soigner. Et c'est pas pour rien qu'à ce moment-là, hein, l'État, lui, agit et utilise des grands moyens. Je terminerai par ceci. S'il y a une leçon à tirer de la pandémie, de la crise sanitaire liée au coronavirus, c'est que nous sommes des irresponsables au plan de notre propre santé individuelle. Et en ce sens, j'ose même dire, hein, que cette crise-là, engendrée par un minuscule virus, est une bénédiction. Il nous confronte à notre irresponsabilité sanitaire. À la prochaine.